Juin 1941. L'air estival en Europe de l'Est était lourd, dense, chargé d'une tension presque palpable. Un calme trompeur avant la tempête. Soudain, le silence fut déchiré. Le rugissement assourdissant de milliers de moteurs de chars et de camions de guerre résonna à travers la plaine. Le bruit lointain de l'artillerie commença à fendre l'horizon et l'odeur métallique de diesel mêlée à la terre soulevée annonçait quelque chose de grandiose et de terrible. C'était l'aube de l'opération Barbarossa, le début de la plus grande et la plus brutale campagne militaire de l'histoire humaine. La machine de guerre allemande, la fameuse Blitzkrieg, avançait comme une avalanche d'acier et de feu. Des colonnes interminables de panzers, de véhicules blindés et de troupes d'infanterie marchaient avec une détermination implacable, leurs pas fermes écrasant l'herbe et l'espoir. Au-dessus d'eux, le ciel était strié par des escadrons de Stuka, des bombardiers en piqué qui crachaient la mort et la panique sur des défenses soviétiques encore désorganisées et mal préparées. La confiance et l'arrogance nazie étaient criantes, presque insupportables. Ils croyaient fermement que la victoire sur l'Union soviétique serait non seulement rapide, mais aussi écrasante, un coup fatal qui ferait chuter le géant communiste en quelques semaines. La propagande interne célébrait déjà le triomphe imminent, dressant un tableau d'invincibilité qui semblait inébranlable. L'idée que le Troisième Reich était invincible était l'essence qui alimentait chaque soldat, chaque char, chaque avion. La terre semblait trembler sous l'avancée colossale, comme si le sol lui-même pressentait l'horreur inimaginable qui était sur le point de se dérouler. C'était une vision de puissance et de brutalité sans précédent, un spectacle macabre d'ingénierie militaire et d'ambition démesurée. Les généraux allemands, exultants, voyaient leurs cartes se couvrir de flèches avançant sans résistance apparente, chaque kilomètre conquis renforçant la conviction que rien ne pouvait les arrêter. Cependant, derrière toute cette grandeur et cette illusion d'invincibilité, se cachait une graine de destruction que même les stratèges les plus brillants d'Hitler ne pouvaient prévoir. Le front de l'Est ne serait pas qu'un simple théâtre de guerre, il serait la scène d'une souffrance qui redéfinirait la brutalité humaine elle-même, un enfer glacé où la vie humaine vaudrait moins qu'une poignée de balles et où la santé mentale serait le premier sacrifice. Préparez-vous pour un voyage au cœur des ténèbres, où l'histoire n'est pas racontée seulement avec des faits, mais avec l'écho des cris et l'odeur de la poudre. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé comme jamais auparavant et découvrir pourquoi le front de l'Est est devenu le véritable enfer sur Terre. Et c'est exactement sur cette scène d'ambition et de destruction que les premiers mois de l'opération Barbarossa se sont déroulés à une vitesse vertigineuse. La Wehrmacht, la machine de guerre allemande, semblait inarrêtable. En quelques semaines, la ligne de front soviétique s'est effondrée sous l'impact accablant. Des villes entières ont été englouties par la vague nazie, se transformant en ruines fumantes, témoins silencieux d'une offensive brutale. Les champs, autrefois verts et fertiles, étaient désormais occupés par des centaines de chars et de véhicules blindés, laissant derrière eux une traînée de destruction et de désespoir. La progression allemande était si rapide qu'elle ressemblait à un film, un scénario de victoire, écrit par un dieu de la guerre. Des millions de soldats soviétiques ont été capturés, beaucoup d'entre eux pris par surprise, sans avoir le temps de monter une défense cohérente. Les chiffres étaient choquants. Des centaines de milliers à Kiev, plus de 300 000 à Smolensk, une mer de prisonniers qui s'étendait à perte de vue. La désorganisation initiale de l'armée rouge était palpable, presque visible dans le chaos de ses lignes de retraite, la confusion de ses commandants, le manque de ravitaillement et de communication. C'était une armée chancelante, se remettant encore des purges de Staline et de la sous-estimation brutale de l'ennemi. La confiance allemande, alimentée par ses victoires écrasantes, atteignit un niveau presque divin. Dans les quartiers généraux, sur les champs de bataille et dans les lettres envoyées à la maison, la conviction était unanime. Moscou tomberait, et elle tomberait avant même que l'hiver russe ne puisse montrer son visage le plus cruel. Hitler et ses généraux étaient certains que le géant soviétique était un colosse aux pieds d'argile, prêt à s'effondrer avec une poussée finale. L'optimisme était tel que de nombreux soldats furent envoyés au front sans même l'équipement d'hiver adéquat. Une erreur qui se révélerait fatale, une preuve de leur arrogance. Mais la nature, mes amis, a ses propres plans. Et en Russie, elle a un général qui n'obéit pas aux ordres, qui ne négocie pas et qui est plus implacable que n'importe quelle armée.
le général hiver. Alors que l'automne arrivait, l'avancée fulgurante commença à s'essouffler. Les chemins de terre, autrefois poussiéreux, se transformèrent en bourbiers infranchissables. La boue, dense et collante, engloutissait des chars entiers, paralysant la fameuse blitzkrieg. Le rugissement des moteurs laissait place au patinage frustrant des chenilles, au désespoir des soldats essayant de pousser des véhicules qui semblaient avoir fusionné avec le sol. Et puis, le froid. Au début, juste un désagrément, un air glacial qui mordait la peau. Mais bientôt, l'automne s'approfondit, et l'hiver arriva avec une férocité qui dépassait tout cauchemar. Les températures chutaient à des dizaines de degrés sous zéro, le vent coupant qui semblait arracher l'âme. Les vastes distances de la steppe russe, qui auparavant semblaient être un chemin vers la gloire, devinrent un labyrinthe blanc de mort. Le carburant gelait dans les réservoirs, les armes s'enrayaient, les équipements se brisaient sous l'intensité du froid. Le ravitaillement, qui arrivait déjà difficilement, était désormais impossible à transporter, gelé sur les plateaux des camions ou perdu dans l'immensité blanche. Ce qui était une marche triomphale se transforma rapidement en un cauchemar logistique et de survie. Les soldats allemands, autrefois exultants, affrontèrent maintenant non seulement l'ennemi humain, mais un adversaire invisible, omniprésent et implacable. Les engelures, la gangrène, les maladies respiratoires devinrent plus mortelles que les balles soviétiques. Les uniformes d'été n'offraient aucune protection contre le froid qui pénétrait jusqu'aux os. Le moral, auparavant inébranlable, commença à s'effondrer, remplacé par un désespoir silencieux, une résignation glacée. Pendant ce temps, la résistance soviétique, sous-estimée et donnée pour morte, commença à se durcir. Poussés par une ferveur patriotique et la défense de leur propre terre, les soldats de l'armée rouge, habitués au froid et munis d'équipements adéquats, transformèrent chaque maison, chaque arbre, chaque monticule de neige en une forteresse. Ils ne se battaient pas pour une idéologie, mais pour la survie de leur famille, de leur ville, de leur pays. La férocité de leur défense était quelque chose que les Allemands n'avaient jamais rencontré auparavant, une détermination qui frôlait le fanatisme. Ce qui ressemblait à une victoire facile, une campagne rapide, se transforma en une lutte brutale pour la vie dans un environnement hostile. L'optimisme allemand s'évanouit comme du cristal au contact de la glace, révélant la dure réalité d'un conflit auquel il n'était pas préparé. C'était un affrontement non seulement d'armées, mais de la volonté humaine contre la fureur de la nature, préparant la scène pour un niveau de brutalité que l'Europe n'avait jamais connu. Le front de l'Est commençait tout juste à montrer ses griffes, et l'enfer, mes amis, était sur le point de geler. Et l'enfer, mes amis, a vraiment gelé. Cet optimisme allemand, autrefois si vibrant, a fondu sous le poids d'un hiver impitoyable et la fureur d'un ennemi qui refusait de tomber. Ce qui a suivi fut l'essence même de la brutalité, où le front de l'Est révéla son vrai visage. Un hachoir à viande, à l'échelle industrielle, alimenté par des idéologies et des ambitions démesurées. La bataille pour Moscou, la capitale soviétique, devint l'épicentre de cette boucherie. Les Allemands, désespérés d'atteindre leur objectif avant que la glace ne les engloutisse complètement, se lancèrent dans une offensive finale. Les batailles n'étaient plus livrées dans de vastes champs ouverts, mais dans des forêts denses et gelées, dans des villages transformés en forteresses de neige et de glace, et dans les rues mêmes des banlieues de Moscou. Le combat au corps à corps était la règle, pas l'exception. Des soldats enveloppés dans des haillons improvisés et luttant contre des températures de moins 20, 30, 40 degrés, s'affrontaient à la baïonnette, à la pelle, et même à main nue. Le bruit assourdissant des explosions d'artillerie se mêlait au claquement sec des fusils et aux cris de douleur, le tout étouffé par la neige qui tombait sans cesse, comme un voile blanc sur la mort. L'odeur métallique du sang, mêlée à la poudre et à la vapeur glacée des souffles haletants, imprégnait l'air. Chaque mètre de terrain était disputé avec une férocité qui défiait la logique. Pour les soldats allemands, l'ennemi n'était pas seulement le soviétique, mais le froid qui leur gelait les doigts, la faim qui leur rongeait l'estomac et la fatigue qui leur tirait les yeux. Leurs chars, autrefois symboles orgueilleux de leur blitzkrieg, n'étaient plus que des carcasses métalliques prises dans la neige, ou des cibles faciles pour les skieurs soviétiques qui surgissaient comme des fantômes blancs de nulle part, munis de grenades et de mitraillettes. Le moral chutait à chaque gelée, à chaque attaque surprise. Ils se voyaient piégés, loin de chez eux, dans un enfer blanc où l'espoir était le premier à mourir.
De l'autre côté, les Soviétiques défendaient leur capitale avec une férocité désespérée et une résilience qui frôlait le surnaturel. Pour eux, ce n'était pas seulement une guerre, c'était la grande guerre patriotique. La défense de Moscou était la défense de tout ce qu'ils connaissaient, de leur famille, de leur avenir. Des soldats sibériens habitués au froid extrême arrivèrent de l'Est, renforçant les lignes, avec leurs uniformes matelassés et leur détermination inébranlable. Des femmes, oui, des femmes, se battaient dans les tranchées comme des tireuses d'élite qui terrorisaient les troupes allemandes, comme des médecins qui sauvaient des vies sous le feu, et même comme pilotes de chasse défiant les cieux glacés. La vie humaine, dans ce conflit total, semblait avoir peu de valeur, mais la volonté de résister était infinie. Tandis que Moscou devenait un symbole de résistance, à des centaines de kilomètres au nord, une autre tragédie se déroulait, le début du siège de Leningrad. Une ville entière, avec des millions d'habitants, fut isolée du monde extérieur. Les troupes allemandes et finlandaises resserraient le nœud, coupant toutes les voies de ravitaillement. Ce qui commença comme un siège militaire se transforma rapidement en une lutte pour la survie contre la faim et le froid. Les premières semaines montraient déjà l'horreur à venir, des rationnements draconiques, la recherche désespérée de tout ce qui était comestible et l'ombre de la famine planant sur tous. Le paysage de destruction était à couper le souffle, non pas de beauté, mais de terreur. Des villes entières comme Smolensk et Kiev furent réduites à des décombres gelés, leurs structures autrefois imposantes n'étant plus que des squelettes de béton et de métal tordu, recouverts d'une couche de neige et de suie. Les forêts, autrefois vertes et pleines de vie, étaient défigurées par les bombardements, leurs arbres déracinés ou carbonisés, ressemblant à des bras squelettiques pointant vers un ciel gris. De vastes champs qui auraient dû nourrir l'Europe étaient maintenant couverts de corps et de débris, témoignage silencieux de la barbarie. Chaque centimètre de terre était une tombe improvisée, un rappel macabre du prix de la guerre. L'impact psychologique était accablant. Des soldats des deux côtés, des civils pris sous le feu croisé, tous portèrent le poids d'un traumatisme inimaginable. Le son constant des explosions, la vue de la mort à chaque coin de rue, la faim qui rongeait de l'intérieur, tout cela s'ajoutait à un fardeau mental que peu pouvaient supporter. La santé mentale était un luxe, et l'espoir, un mirage lointain. Le front de l'Est n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un purgatoire où l'âme humaine était testée jusqu'à la limite, révélant à la fois la capacité de cruauté et celle de résistance face à l'obscurité la plus totale. Mais ce purgatoire avait ses cercles les plus profonds, ces chambres d'horreur où l'humanité était dépouillée de tout, sauf de l'instinct de survie le plus primitif. C'est là, dans les sièges implacables, que le front de l'Est se révéla sous sa forme la plus cruelle, transformant des villes entières en pièges mortels, où la vie était un luxe, et la mort, une lente et agonisante certitude. Le siège de Leningrad, qui s'annonçait déjà, devint le plus grand et le plus dévastateur de l'histoire. Des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, furent isolés du monde, piégés à l'intérieur d'une métropole qui s'était transformée en un chaudron de souffrance. Les Allemands resserrèrent le nœud, coupant toutes les voies de ravitaillement, et l'hiver de 1941-1942 arriva avec une férocité biblique. Les températures chutèrent à moins 30, 40 degrés, et la faim devint l'ennemi le plus implacable que n'importe quel bombardement. Les rations étaient dérisoires, à peine suffisantes pour maintenir un fil de vie. Du pain fait avec de la sciure, de la colle à papier peint, tout ce qui pouvait tromper l'estomac vide. La nourriture devint l'obsession quotidienne, la seule chose qui importait. Les gens mouraient dans les rues, chez eux, à leur travail. D'abord les plus faibles, puis les plus forts. Les corps s'empilaient, gelés, en attente de sépulture, qui ne venait pas toujours. Le désespoir atteignit des niveaux inimaginables. Des récits choquants de cannibalisme commencèrent à émerger, chuchotés dans l'ombre, une terrible conséquence de la famine extrême. Des gens ordinaires, des pères et des mères, poussés à la limite de ce qui est humain, contraints à des choix que l'esprit refuse de traiter. La ligne entre la vie et la mort, entre la raison et la folie, disparut. Le froid transforma les appartements en tombes glacées, avec des familles entières mourant recroquevillées, cherchant une chaleur qui n'existait pas. Le paysage urbain était fantomatique, rues silencieuses, corps recouverts de neige, la fumée des cheminées de temps en temps, indiquant une lutte pour la survie. Le seul lien avec le monde extérieur était la route de la vie,
Une route précaire sur le lac Ladoga gelé, par où des camions tentèrent d'acheminer des ravitaillements sous les attaques aériennes et d'artillerie constantes. Chaque voyage était un acte d'héroïsme et de sacrifice, avec de nombreux chauffeurs et leurs cargaisons englouties par la glace brisée. Leningrad devint un symbole de résistance indomptable, mais à un coût humain qui choque encore le monde aujourd'hui. La résilience du peuple était incroyable, mais la cicatrice de cette expérience ne serait jamais effacée. Tandis que Leningrad était étouffé par la faim et la glace, à 500 km de là, une autre ville se préparait à devenir l'épicentre d'une brutalité sans précédent. Stalingrad. La bataille de Stalingrad ne fut pas qu'une bataille, ce fut un enfer urbain, un broyeur de vie où chaque centimètre de décombre était disputé avec une fureur aveugle. Au milieu de 1942, l'attention allemande se tourna vers le sud, cherchant les champs de pétrole du Caucase et le fleuve Volga, et Stalingrad, avec son nom symbolique, se trouvait sur le chemin. Ce qui s'ensuivit fut une boucherie qui redéfinit la guerre. La ville, déjà en ruine à cause des bombardements aériens allemands, se transforma en un labyrinthe de débris et d'acier tordu. Chaque bâtiment, chaque usine détruite, chaque cave devint une forteresse, un point de résistance. Les combats se déroulaient à courte distance, mètre par mètre, étage par étage. Il n'y avait pas de ligne de front définie. L'ennemi pouvait être dans n'importe quelle fenêtre, dans n'importe quel trou dans le mur. C'était une guerre de rats, un combat viscéral où les grenades étaient lancées d'une pièce à l'autre et les baïonnettes décidaient du destin dans les couloirs sombres. L'odeur de la poudre, de la fumée, du sang et des corps en décomposition était constante, se mêlant à la poussière des bâtiments qui s'effondraient. Les soldats, tant allemands que soviétiques, vivaient dans un état de tension et de paranoïa constant. Il n'y avait ni repos ni trêve. Les tireurs d'élite soviétiques, comme Vassili Zaïtsev, devinrent des légendes, chassant officiers et soldats allemands avec une précision mortelle, transformant chaque mouvement en un risque de mort. La réponse allemande était tout aussi brutale, avec la Gestapo et la SS exécutant sommairement tout suspect de collaboration ou de désertion des deux côtés. Les atrocités étaient courantes, exécutions de prisonniers, massacres de civils. La violence aveugle devint une partie de la routine. La vie humaine, déjà si dévalorisée, là, à Stalingrad, semblait ne rien valoir. Des civils, beaucoup d'entre eux des femmes et des enfants, restèrent piégés dans la ville, sans nulle part où aller. Ils vivaient dans des caves humides et sombres, sous les bombardements constants, témoignant d'horreurs indescriptibles. Des familles furent séparées, déplacées, et beaucoup victimes de violences sexuelles et physiques. La lutte n'était pas seulement pour la victoire militaire, mais pour l'existence même, pour la survie du lendemain. L'effondrement moral et physique était visible dans les yeux des soldats, dans la fatigue extrême, dans l'indifférence à la mort qui les entourait. L'espoir s'évanouissait, remplacé par une détermination sombre de se battre jusqu'au bout, ou par un désespoir qui menait à la reddition ou à la folie. Stalingrad devint un symbole d'annihilation totale, une ville qui refusa de mourir, même lorsque chaque brique semblait crier de douleur. Les soldats se battaient non seulement pour leur pays ou leur idéologie, mais pour leurs camarades, par un instinct primitif de ne pas céder, même lorsque le corps et l'esprit imploraient la fin. Le front de l'Est, à Leningrad et à Stalingrad, a montré au monde ce qui se passe lorsque la guerre devient un hachoir à viande sans limite, où l'humanité est testée à son point le plus faible, et où la lutte pour la survie se transforme en unique loi. C'est dans ce scénario d'annihilation, où l'humanité était testée à sa limite la plus cruelle, que la roue de la fortune commença à tourner, apportant avec elle le point culminant d'une tragédie qui allait changer le cours de l'histoire. Si Stalingrad était l'enfer urbain, ce qui allait suivre serait le piège final, un coup fatal à l'arrogance nazie. Pendant que la 6e armée allemande s'embourbait dans les ruines gelées de Stalingrad, les généraux soviétiques, sous la direction implacable de Staline, préparaient une manœuvre audacieuse et dévastatrice, l'opération Uranus. Lancée en novembre 1942, cette contre-offensive massive visait à encercler complètement les forces allemandes dans la ville. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était un échec et mat planifié avec une précision chirurgicale, une manœuvre qui prit les Allemands par surprise, eux qui croyaient encore en leur capacité à tenir la ligne. Soudain, les vastes steppes au nord et au sud de Stalingrad, qui semblaient auparavant désertes, explosèrent en une mer de chars T-34 et d'infanterie soviétique. Des milliers d'hommes et de machines, camouflés dans la neige,
avancèrent comme un tsunami gelé, écrasant les défenses roumaines et hongroises, alliées des Allemands, qui étaient mal équipés et dont le moral était en lambeaux. La vitesse de l'attaque fut effrayante. En quelques jours, les pointes de lance soviétiques se rejoignirent à Kalach-sur-le-Don, bouclant l'encerclement et piégeant environ 300 000 soldats de la 6e armée allemande dans la poche de Stalingrad. Les gars n'ont tout simplement eu aucune chance. Le choc fut brutal. Pour les soldats allemands, la nouvelle de l'encerclement était inconcevable. Eux, l'avant-garde de l'invincible Wehrmacht, étaient maintenant piégés, isolés, au milieu d'un enfer gelé. L'espoir se transforma en désespoir. Hitler, dans son entêtement aveugle, interdit toute tentative de retraite, promettant des ravitaillements aériens qui ne seraient jamais suffisants. La promesse était un mirage cruel, alimentant la faim et le froid avec de faux espoirs. Le général Paulus, commandant de la 6e armée, et ses hommes furent abandonnés à leur sort. Les tentatives désespérées de sauvetage, comme l'opération Tempête d'hiver, lancée par le maréchal von Manstein, furent bloquées par la férocité de la défense soviétique et par l'hiver impitoyable. Les images étaient déchirantes. Des soldats allemands affamés, gelés, titubant dans la neige, beaucoup laissant des traces de sang sur le sol blanc, victimes de blessures, d'engelures et de gangrènes. Les bâtiments s'effondraient en nuages de poussière et de fumée, ajoutant encore plus de décombres à une ville déjà détruite. La vaste désolation des steppes russes, maintenant un cimetière à ciel ouvert, engloutissait les corps de ceux qui tombaient, transformant le paysage en un monument silencieux à la mort. À l'intérieur de la poche, la situation était indescriptible. Les rations devinrent des blagues macabres. Des chevaux furent abattus pour être consommés, puis des chiens, des chats, et enfin l'écorce des arbres et le cuir des chaussures. Les maladies se propageaient comme un incendie. Le froid était un bourreau constant, fauchant des vies en silence. Chaque jour, moins d'hommes étaient aptes à se battre. Le moral s'effondra complètement. Ce qui restait était la lutte pour la survie, une bataille contre le corps et l'esprit. Le 2 février 1943, après des mois d'agonie, ce qui restait de la 6e armée allemande, y compris le maréchal Paulus, promu par Hitler dans l'espoir qu'il se battrait jusqu'à la mort, se rendit. Ce fut la première fois dans l'histoire militaire allemande qu'un maréchal se rendait. La défaite à Stalingrad fut un choc sismique pour le Troisième Reich, brisant le mythe de l'invincibilité et marquant le tournant définitif de la guerre sur le front de l'Est. À partir de là, l'initiative serait entre les mains des Soviétiques, mais la guerre était loin d'être terminée. La victoire à Stalingrad ouvrit la voie à une série de contre-offensives soviétiques, implacables et brutales. La plus écrasante d'entre elles fut l'opération Bagration, lancée en juin 1944. Ce fut l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, un rouleau compresseur soviétique qui pulvérisa les forces allemandes restantes en Biélorussie. Bagration fut une vengeance à l'échelle épique. En quelques semaines, le groupe d'armées centre-allemand fut anéanti, perdant des centaines de milliers d'hommes, entre morts, blessés et prisonniers. La vitesse et la férocité de l'avancée soviétique étaient impressionnantes. Les soldats allemands qui avaient survécu à Stalingrad et à d'autres enfers furent à nouveau jetés dans un cauchemar de retraite chaotique, sous les attaques aériennes et terrestres constantes. L'Allemagne saignait à mort sur le front de l'Est. Les scènes étaient d'une horreur indescriptible. Des colonnes interminables de prisonniers allemands, sales, affamés et démoralisés, défilant dans les rues de Moscou, une exhibition humiliante pour le monde et pour la population russe elle-même, qui avait tant souffert. Le paysage que les Soviétiques récupéraient était un désert. Des villes entières, des villages, des champs, tout était en ruine, pillé, brûlé. La terre était imprégnée de sang et de douleur, un témoignage muet du prix payé par la nation. Le contraste entre l'espoir initial allemand d'une victoire rapide et le désespoir final, avec leurs armées en fuite et leurs villes en ruine, était saisissant. La Blitzkrieg, qui avait commencé par un rugissement de triomphe, s'étirait maintenant dans un gémissement de défaite. La progression lente et coûteuse des Soviétiques vers Berlin avait commencé, et à chaque pas, le prix en vie et en souffrance augmentait exponentiellement. Ce n'était pas seulement une question de territoire, mais de vengeance, de justice et d'épuisement total. Le front de l'Est, plus que tout autre théâtre de guerre, était devenu le véritable hachoir à viande, où le coût humain dépassait tout calcul, toute idéologie. Le monde ne serait plus jamais le même. La guerre a pris fin, mais pour des millions de personnes, la souffrance était loin d'être terminée.
Imaginez, mon ami, ce qui est arrivé à ceux qui ont survécu à ce cauchemar. Pour commencer, les millions de soldats allemands qui ont été capturés, beaucoup d'entre eux après la reddition à Stalingrad ou pendant la contre-offensive soviétique. Pour eux, l'enfer sur Terre ne s'est pas terminé avec le cessez-le-feu. Loin de là. Ils ont été envoyés dans les goulags, les camps de travail forcés en Sibérie et dans d'autres régions éloignées de l'Union soviétique. La vie dans les goulags était une sentence de mort lente et brutale. Le froid, qui avait déjà été un bourreau implacable sur le champ de bataille, devenait maintenant un compagnon constant. Les températures chutaient à des degrés inimaginables, et les prisonniers, beaucoup déjà affaiblis par la guerre, étaient forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Couper du bois, construire des chemins de fer, miner, tout cela avec des rations minimales qui suffisaient à peine à maintenir la vie. La faim était une agonie quotidienne, une douleur constante qui rongeait le corps et l'âme. Les maladies se propageaient rapidement, et la mort était une présence familière, presque un soulagement pour certains. Beaucoup ne sont jamais rentrés chez eux, leurs tombes anonymes marquant la vaste étendue glacée de la Russie. La facture de la guerre pour eux est arrivée d'une manière cruelle et prolongée, une punition qui a duré des années, voire des décennies pour certains. Et pour les soldats soviétiques, la grande guerre patriotique avait été gagnée, la patrie était sauvée. Mais quel en a été le prix? Pensez aux millions d'hommes et de femmes qui sont rentrés chez eux avec des corps mutilés et des esprits en lambeaux. La perte d'un bras, d'une jambe, d'un œil, n'était que la partie visible du traumatisme. Les cicatrices les plus profondes étaient dans l'âme. Le bruit des explosions, l'odeur de la mort, les scènes d'horreur dont ils ont été témoins, tout cela est resté gravé dans leur mémoire, hantant leurs rêves et leurs jours. Beaucoup ont développé ce que nous appellerions aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, mais à l'époque, ce n'était que les nerfs de guerre, quelque chose à surmonter en silence. Ils étaient des héros, oui, mais des héros brisés, portant un fardeau invisible qui les accompagnerait pour le reste de leur vie. La réintégration à la société était un défi gigantesque. Comment revenir à la vie normale après avoir vécu l'enfer? Comment aimer, comment sourire, après avoir vu tant de cruauté? C'était une bataille différente, livrée à l'intérieur d'eux-mêmes, souvent solitaire et sans fin. Et les civils, mon Dieu, les civils, des millions d'entre eux. Des villes entières, comme Leningrad, Stalingrad, Kiev, Minsk, furent réduites à des décombres, des ruines où il y avait autrefois des maisons, des écoles, des hôpitaux. Imaginez la scène. Vous rentrez à l'endroit où votre famille vivait et vous ne trouvez qu'un tas de briques et de cendres. Il ne restait plus rien. Ils ont dû recommencer à zéro, souvent sans famille, sans amis, sans ressources. La faim et les maladies ont continué de faucher des vies, même après la fin des combats. L'hiver était encore une menace mortelle dans des villes sans toit, sans chauffage, sans nourriture. Les enfants, en particulier, porteraient les marques de la guerre pour toujours. Orphelins, malnutris, traumatisés, ils étaient l'avenir d'une nation qui avait été déchirée. Ce peuple, le peuple soviétique, a perdu plus de 27 millions de personnes. 27 millions. C'est un nombre tellement absurde qu'il est difficile à traiter, n'est-ce pas? Chacun de ces chiffres était une vie, une histoire, une famille détruite. C'est énorme. Un génocide au ralenti qui a duré des années. Les générations qui ont suivi ont porté le poids de cette perte, de cette douleur collective, de cette résilience forcée. Mais que pouvons-nous apprendre de tout cela? Le front de l'Est est un rappel brutal et inoubliable des dangers de l'idéologie extrémiste. Ce fanatisme nazi, qui voyait les peuples slaves comme des sous-hommes, et le totalitarisme stalinien, qui n'hésitait pas à sacrifier des millions pour la cause, ont créé un chaudron de haine et de destruction sans précédent. Il est choquant de voir comment l'esprit humain peut être corrompu, comment la déshumanisation de l'autre peut conduire à des atrocités aussi inimaginables. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. L'histoire nous crie de rester vigilants face aux signes, de ne pas laisser la haine et l'intolérance s'enraciner. D'un autre côté, le front de l'Est nous montre également la force de la résilience humaine face à l'adversité la plus extrême. Ce peuple, massacré, affamé, gelé, a trouvé une force intérieure pour résister, pour se battre, pour survivre. La détermination des soldats soviétiques à défendre leur patrie, le courage des civils à Leningrad qui ont refusé de mourir de faim en silence, la capacité à reconstruire leur vie à partir de rien, tout cela témoigne de l'incroyable capacité de l'esprit humain à se relever,
même après avoir été jeté au fond du gouffre. C'est une inspiration, en quelque sorte, pour ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. L'impact politique et militaire du front de l'Est fut gigantesque, mon cher. La victoire soviétique, remportée à un coût inimaginable, éleva l'Union soviétique au statut de superpuissance. Cela a façonné le XXe siècle, ouvrant la voie à la guerre froide, avec la division de l'Europe et du monde en blocs idéologiques. La puissance militaire soviétique, forgée dans le feu du front de l'Est, devint une force avec laquelle il fallait compter, et l'affrontement idéologique avec l'Occident domina les décennies suivantes. Le front de l'Est ne fut pas seulement une guerre entre deux ennemis, ce fut le berceau d'un nouvel ordre mondial, avec des cicatrices que nous pouvons encore ressentir aujourd'hui. Pour les Russes et pour les peuples des anciennes républiques soviétiques, le front de l'Est n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, c'est la grande guerre patriotique. C'est un événement qui est ancré dans l'âme de la nation, une mémoire collective qui est célébrée et pleurée avec une intensité unique. Vous le voyez dans les innombrables mémoriaux disséminés sur tout le territoire, dans les monuments grandioses qui rendent hommage aux millions de morts. C'est un jour férié national, un jour de deuil et de fierté. Livres, films, chansons, pièces de théâtre. La culture russe est remplie de références et de récits sur cette guerre. Les histoires orales, transmises des grands-parents aux petits-enfants, maintiennent la mémoire vivante, assurant que le sacrifice et la souffrance ne soient pas oubliés. Les cicatrices restent sur la terre, sur les champs de bataille qui conservent encore des vestiges de projectiles et des ossements, et dans l'âme du peuple, qui porte le poids et la gloire de cette lutte épique. C'est quelque chose dont nous, ici au Brésil, ne parvenons peut-être pas à comprendre totalement la profondeur, mais l'impact qu'elle a eu et qu'elle a toujours pour eux est indéniable. Mais le front de l'Est, au-delà des frontières et des générations, nous laisse une réflexion profonde, un miroir implacable de la condition humaine. Il est un symbole de brutalité sans précédent, où le mal s'est manifesté sous sa forme la plus crue, mais aussi d'un courage et d'une résilience si indomptables qu'il défie l'entendement. Chaque ruine qui se dresse encore, chaque champ de bataille qui garde des secrets sous la terre, est un cri silencieux contre la folie de la guerre. Le sang sur la neige, qui a un jour entaché l'immensité de la steppe russe, est un rappel éternel du sacrifice de millions, un coup qu'aucune victoire ne peut justifier. Le front de l'Est nous rappelle ce dont l'être humain est capable, tant pour le bien que pour le mal. C'est une histoire qui doit être racontée à nouveau et jamais oubliée, afin que les cicatrices du passé nous guident vers un avenir de paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous touche, vous émeut, vous fait réfléchir. Alors ne laissez pas ce voyage s'arrêter. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations épiques du passé. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à apporter ces récits qui ont façonné le monde. Et maintenant, nous voulons savoir de vous. Quelle autre bataille ou événement historique souhaitez-vous voir explorer dans notre prochain documentaire? Laissez votre commentaire ci-dessous et rejoignez notre légion de curieux et de passionnés d'histoire. À la prochaine et que la mémoire nous serve de leçon.